Bonjour à toutes et à tous. Une chaleur qui ne retombe pas et une facture qui, elle, ne cesse de monter. C'est le sujet qui écrase l'actualité de ce jeudi à la une de 3 de nos 4 journaux. Le Figaro d'abord, photo pleine page, un champ nu, un agriculteur qui lève le bras vers un ciel vide. Le titre, la lourde facture de la canicule. Le chiffre est désormais sur la table, entre 10 et 15 milliards d'euros. L'évaluation dévoilée mercredi par la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, lors d'une réunion de crise sur la sécheresse. Un demi-point de PIB. Et l'été n'est pas fini. La France entre dans sa 5e canicule de l'année. 80 départements en vigilance orange. En pages 20 et 21, le décompte. 467 maisons et bâtiments détruits par les feux, 120 000 hectares partis en fumée, 12 fois la surface de Paris, 250 000 personnes évacuées. Et l'éditorial de Gaëtan de Capelle ne s'embarrasse pas de nuances. Son titre, Le roi est nu. Je cite, « Endetté jusqu'au cou, croulant sous les déficits, incapable d'enrayer la fuite en avant de la dépense publique, la France n'a plus aucune ressource pour faire face aux circonstances exceptionnelles. » Et cette formule qui claque, tout commence et finit au guichet de l'État. Même chiffre, tout autre traitement dans les Échos qui relèvent un paradoxe. La canicule pénalise le bâtiment et la restauration, mais elle dope la climatisation et la consommation d'énergie. Et un chiffre qui, lui, ne prête pas à débat. Plus de 40 000 personnes subissent aujourd'hui des coupures d'eau potable au robinet, contre 30 000 fin juillet. Le Parisien, lui, prend le sujet par le terrain et par l'assiette. Sa une, sécheresse, une catastrophe agricole. Le maïs s'effondre de 35% à 9 millions de tonnes, le plus bas niveau depuis 1980. La pousse de l'herbe, moins 29%. Les pommes, moins 20%. En Aquitaine, certains céréaliers pourraient perdre jusqu'à 80% de leur récolte. Et cette phrase d'un responsable de la FNSEA, nous allons devoir importer du maïs en France, ce qui sera inédit. Le syndicat réclame plusieurs milliards à l'État. En Champagne, les vendanges ont démarré le 6 août, 10 jours d'avance sur 2025, qui détenait déjà le record. Verdict de l'interprofession, c'est davantage des perles que des bulles. Et l'édito de Laurence Voyer parle d'un vertigineux saut dans l'inconnu. Alors, au milieu de cette actualité brûlante, il y a eu, mercredi soir, un moment de grâce. Et c'est Libération qui en fait sa une. Une foule au parc de Belleville, lunettes sur le nez, visage tourné vers le ciel. Un seul de mots. Éclipse. À la prochaine. L'éclipse du 12 août, la plus spectaculaire en France depuis 1999. Le Parisien y consacre 2 pages, en reportage sur la plage d'Anglet, au Pays Basque, où l'occultation atteignait 99,5%. Un sexagénaire lance à une famille « La lune est comme vous, elle a faim ». Puis la lumière devient ambrée, les voix baissent, et ce sont des applaudissements et des cris de joie. Jeanne, 92 ans, tenait là ses revanches. En 1999, elle était partie dans l'Oise et n'avait trouvé que la pluie. Elle dit « Je sais que je ne verrai pas la prochaine ». Elle a raison, la suivante n'est pas attendue en France avant 2081. Politique maintenant, le Figaro ouvre ses pages 2 et 3 sur le PS s'écharpe sur les modalités de sa primaire. Scrutin prévu les 11 et 18 octobre, mais tout coince sur le ticket d'entrée, 15 € pour tout nouvel adhérent. Trop cher, s'indigne Ségolène Royal, candidate déclarée, qui dénonce un barrage par un prix trop élevé. Réponse cinglante d'un membre de la direction, que Royal se mêle de ce qui la regarde. Derrière tout ça, une seule question, Raphaël Glucksmann. Sa participation, écrit le Figaro, ne fait plus de doute. Le journal le suit dans l'Aude, à Jonquière, village martyr du méga-feu d'août 2025, où l'eurodéputé tacle Gabriel Attal. Il va faire une séquence sur un sujet, puis passer à un autre, mais ils sont tous pareils. Le risque futur n'existe pas dans leur tête.
Et page 3, François Hollande, 72 ans mercredi, un livre annoncé le 3 septembre, un été studieux de quasi-candidat, titre le journal. Libération, de son côté, ouvre sur une enquête de 4 pages, arnaque financière en immersion avec les traqueurs d'escrocs. Plus de 500 millions d'euros de préjudice chaque année, les escroqueries commerciales ont bondi de 170% en 2025. Reportage à Nancy auprès d'une association de défense des consommateurs qui remonte les réseaux entre Sofia et Tel Aviv. Le fil rouge, c'est Patrick, berné par de fausses vidéos générées par intelligence artificielle, mettant en scène Elon Musk, Xavier Niel ou Bernard Arnault. 100 000 euros évaporés. L'édito d'Amdam Mostafavi, titré « Vigilance », rappelle que l'arnaque peut toucher tout le monde, loin du stéréotype de la personne âgée isolée. Et l'intelligence artificielle, justement, c'est la une des Échos, le marché du travail bousculé par l'IA. Près d'une entreprise d'au moins 10 salariés sur 5, 18%, a utilisé une technologie d'IA en 2025. 3 fois plus qu'en 2023, selon l'INSEE. Sur le CPF, les formations à l'IA explosent, de moins de 2000 bénéficiaires en 2023 à plus de 9000 au premier semestre. Le journal interroge l'économiste Alexandra Roulet, qui refuse de trancher. Il faudra encore attendre 5 ans avant qu'un consensus émerge entre pessimistes et optimistes. Et sa mise en garde, les effets sur les inégalités de salaire méritent autant d'attention que ceux sur l'emploi. À l'international, Le Figaro ouvre ses pages 4 et 5 sur le Venezuela. Sous tutelle américaine, le Venezuela amorce une timide transition démocratique. 8 mois après l'exfiltration de Nicolás Maduro, une table de négociation s'est ouverte le 1er août. Mais la prix Nobel de la paix, Maria Corina Machado, en est exclue. Le journal dresse le portrait de Marco Rubio, ce vice-roi qui entend tout diriger de Washington. Et cette phrase d'un ancien prisonnier politique, « Retirer une tête n'achève pas la bête ». Les Échos, eux, regardent Téhéran. L'économie iranienne menace de s'effondrer. Inflation à 88% sur un an, 128% sur l'alimentation, 630 000 emplois industriels perdus en 12 mois. Et dans Le Parisien, une enquête a signalé ces milliers d'étrangers envoyés au front, malgré eux, en Ukraine. Selon la Fédération internationale pour les droits humains, la Russie aurait recruté au moins 27 000 ressortissants de plus de 130 pays depuis février 2022. Le mécanisme, une offre d'emploi civil, $2 000 par mois, 10 fois le salaire moyen au Sri Lanka, des documents en russe, quelques signatures et le passeport confisqué. Le constat d'une enquêtrice d'ONG. En moyenne, ils ne survivent que 6 mois sur le front. Ils servent, en quelque sorte, de chair à canon. Le sujet plus discret maintenant, celui qui ne fait pas la une, mais qui parlera à beaucoup de familles. Une enquête du Figaro en page 8, violences sexuelles, les colonies de vacances face à l'angoisse des parents. Un sondage Odoxa révèle que 77% des parents se disent inquiets des risques d'abus sexuels en colonie, devant le sport, devant le périscolaire, devant l'école. Et la fréquentation recule. 10% d'enfants partis en moins qu'en 2018. Le pédagogue Jean-Michel Bocquet pointe la limite du système. Les contrôles administratifs ne sont efficaces que lorsqu'il existe déjà des antécédents. Or, il y a toujours un premier passage à l'acte. La sociologue Christine Castenat-Meunier du CNRS ajoute « Il n'y a plus cette confiance spontanée dans les institutions éducatives qui pouvait exister il y a 20 ans. » Volet économique et technologique, et c'est le domaine des Échos. Shein d'abord, une introduction en bourse aux allures de chemin de croix. Le géant de l'ultra fast fashion devrait sonner la cloche à Hong Kong le 19 août,
après 2 échecs à New York et à Londres. La chute est spectaculaire. Valorisé 100 milliards de dollars en 2022, il en vaudrait aujourd'hui 22 à 25. Plus de 212 millions d'euros d'amende rien qu'en France en 2 ans. Toujours dans les Échos, Washington investit pour briser la domination chinoise sur les métaux stratégiques. Google persiste dans le smartphone avec ses pixels et l'Europe du Nord s'impose comme la nouvelle star des vacances, logique, quand le thermomètre s'affole au sud. Et l'éditorial de Jean-Marc Vittori, une leçon norvégienne. Le fonds souverain norvégien atteint 2070 milliards d'euros, 350 000 euros par habitant. Et on termine par la culture, où l'émotion domine. Le Parisien consacre sa page 19 aux obsèques de Kavinsky, Vincent Bellorger, l'auteur de Night Call, retrouvé mort chez lui à 50 ans. Cérémonie mercredi en l'église Saint-Pierre de Montmartre. Quentin Dupieux, Justice, Thomas Bangalter des Daft Punk, Romain Gavras, Ludivine Sagnier. Quand le cercueil est entré, c'est Night Call qui a retenti, le morceau du film Drive. Puis, les génériques de Jurassic Park, de La Légende de Zelda et des Dents de la Mer se sont enchaînés. Son chien, présent à la cérémonie, s'appelle Jaws. Sa compagne, ce silence est le plus difficile. Un départ magistral, note le journal, à quelques heures d'une éclipse, quand le jour devient nuit. Autre registre, page 20. Grande interview de Rob Halford, chanteur de Judas Priest, 74 ans, tête d'affiche du Motocultor à Carhaix, dimanche. Premier homosexuel assumé de l'univers métal, sorti du placard en 1998 sur MTV, il dit « Mon coming out m'a libéré ». Et il raconte sa rencontre avec Elisabeth II, qui lui demande « Le heavy metal, pourquoi joue-t-il aussi fort ?» Sa réponse « Pour pouvoir secouer la tête en rythme, votre majesté ». Libération, enfin, lance sa série d'été en bandeau de une. Ils se sont tant détestés. Vladimir Nabokov contre Edmund Wilson. Et dans Le Figaro, le romancier Alexis Djeni, Goncourt 2011, se raconte sous ce titre désarmant, Miss France 2011 de la littérature. Et puis, plus rien. Voilà pour cette revue de presse du jeudi 13 août. Prenez soin de vous, hydratez-vous bien et je vous souhaite une excellente journée.